réponds à ma mère. Je demande si ça s'est bien passé. Donc, il faut toujours que j'explique tout à l'heure, après le spectacle, que je pourrais lui envoyer un message et que pour l'instant, j'éteins mon téléphone. Je ne sais pas si je l'éteins ou si je le mets sur avion. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez éteint ou vous l'avez mis sur avion? Vous avez supprimé le son. Tout le monde, il y en a pas qui l'ont mis au fond du sac, allumé. Qui va sonner et le temps d'aller le chercher au fond du sac, il va s'éteindre. Après, il va y avoir le gros machin du sac posé. Et 2 minutes après, qui c'est qui ressonne au fond du sac? Maman, hein? Donc, moi, je vais faire pareil. Je vais que éteindre le son, garder la 4G, vérifier sur Facebook si j'ai toujours des amis supplémentaires. Parce que je suis, comme mon président, j'ai besoin d'un support de personnalité pour confirmer ma grosse faille narcissique, si vous voulez. Voilà, bah écoutez, on va attaquer. Hein. Vous êtes là pour un numéro de philosophie foraine. Vous connaissez un peu peut-être le truc, hein, philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts, pétomane mental, mais uniquement le week-end et sur rendez-vous. Hein. Donc tout ça c'est pour vous mettre vraiment tout à fait à l'aise. Hein. On n'est pas chez BHL. Je m'occupe à l'instant devant vous de mon accessoire de théâtre. Les gens parfois s'imaginent que c'est une bouteille de rouge. Je précise que vous êtes à Avignon, que c'est l'illusion, que c'est la magie. Donc, ce n'est pas une bouteille de rouge, mais c'est un accessoire de théâtre. De même, les gens vont s'imaginer que je vais boire tout au fil du spectacle. Ils vont dire, mais putain, mais Guyard est un poivreau et un puissant fond. Ce n'est pas moi qui bois, c'est mon personnage. Le nom du numéro. Hein. On peut bien comprendre ici, on est comme dans un grand numéro d'esbrouf. Ça va être important, hein, le fait que régulièrement nos personnages boivent devant vous ce délicieux pot de Rhône venu de Rochefort-du-Gard avec c'est une base de bio, mais quasiment il pourrait être classé biodynamie. Hein. On est sur un vin dont je vous ferai la promotion tout à l'heure. Vous verrez qu'il est très sympathique. Pour l'instant, je vais les voir devant vous. Enfin, mon personnage devant vous. Là, vous écoutez. Hein. Vous dites, le spectacle est foutu, pour démarrer, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de l'or dans la salle. Et merci. Il y a le plan B, il y a de l'or dans la salle, et j'espère qu'il n'y a pas un plan C. Hein. Alors, suivez bien ce qui va se passer, c'est très très important pour la suite du numéro. Ça va, vous voyez bien? Attention, concentration maximale. Tout le monde a vu ce que je viens de faire? Je vais refaire. C'est très important, je le fais régulièrement ça. Je le fais régulièrement par amour de vous, en fait. Hein. Pourquoi? Parce que très souvent les gens sont intimidés par rapport à la philosophie, ils ont des inhibitions, des gênes, des embarras. Ils disent c'est un peu compliqué quand même. Hein. Il y a des enchaînements conceptuels comme ça qui se suivent les uns à la suite des autres, des arguments très serrés. De temps en temps, on est un tout petit peu perdu quand même. Et on aurait besoin, lorsqu'une démonstration a été achevée, avant que ne commence une autre démonstration, on aurait besoin d'un moment qui nous signale que là, il y a une rupture démonstrative et qu'on puisse ainsi faire la pause et qu'on puisse s'engager dans la réflexion. La pause, je vous l'accorde. Quand je fais ça, en fait, c'est le mouvement qui signale que nous sommes dans un état de rupture pédagogique. D'accord? Je le fais pour vous, hein. Je le fais pour vous. Dès que j'engage ce mouvement, vous comprenez que là, enfin, un imprimant est fini et un autre commence. Ça va? Vous l'avez compris? Vous êtes en train de réfléchir là-dessus? Deuxième chose qu'il faut que vous sachiez qui est très importante aussi, hein. Nous allons procéder de la manière suivante pour traiter cette question. Nous allons procéder en 3 étapes. Hein. La philosophie, c'est toujours en 3 étapes. Il y a des choses qui se font toujours avec 2. Hein. Par exemple, les gendarmes, ça se passe toujours par 2. Témoins de Jéhovah dans la rue, ça se parle. Testicules, ça se parle. Voyez-y, synonyme ou pas, je ne sais pas, c'est votre affaire. Hein. Philosophie, c'est en 3 étapes. Première étape en philosophie, c'est ce qu'on appelle traditionnellement la fameuse thèse, oui, très bien. On voit le jeune homme qui a quitté le collège et qui est rentré au lycée. En effet. Alors la thèse, c'est quoi? Ben, c'est l'occasion en fait d'aborder une question philosophique comme
celle-ci. Quelle différence y a-t-il entre Socrate et une grosse Scheherazade gavée de loukoum et retrouvée morte dans les escaliers du Parthénon? Alors, c'est pas vraiment un sujet de bac, hein, je le reconnais. Mais cette question, je l'aborderai et j'essaierai, pour la creuser, l'analyser, et j'essaierai de faire appel à des auteurs. Ainsi, je mobiliserai quelqu'un que vous connaissez sans doute, mais qui s'appelle bien publié, mais effectivement, hein, je ferai appel à Socrate. Socrate sous la plume de Platon, vous connaissez un peu? Platon, on ne connaît pas trop à Avignon, on connaît plutôt à Langres. Platon de Langres, oui, très bien, effectivement, tu connais ta géographie. Hein. Je ferai appel aussi à un autre que vous connaissez sans doute aussi, le mec qui s'appelle Nietzsche. C'est un Allemand. Hein. Les philosophes sont allemands ou grecs, donc Platon, Nietzsche, en tout cas, hein, est mort. Hein, donc BHL, non. Je ferai appel aussi à un autre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean Kelevitch. Alors c'est pas son prénom, Jean, en fait. Hein. Vous pouvez, entre nous, se permettre. Hein, je ferai appel aussi à des mecs qui sont moins connus, mais peut-être que je mobiliserai un mec qui s'appelle Festugière. Festugière, pas connu beaucoup, il n'a pas monté des groupes de rock, il n'est pas non plus au gouvernement à tabasser les gens au sol, donc on n'entend pas beaucoup parler. En effet. Un autre aussi auquel je ferai appel, un mec qui s'appelle aussi Rossetti. Un monsieur qui va faire appel un petit peu à l'Italie aussi. Hein. L'Italie c'est fleuri, l'Italie c'est dansant, hein. L'Italie c'est un beau pays. Donc je ferai appel aussi un petit peu à Pezzaio de la pensée avec Rossetti. Voilà, bah, écoutez, c'est les auteurs desquels je me servirai pour aborder la première partie que j'appelle donc, ainsi que nous l'a rappelé notre ami qui ne s'est pas arrêté en 5e, lui, la fameuse thèse. Oui, mais vous savez, en philosophie, il n'y a pas qu'une thèse, il y a aussitôt un deuxième mouvement. Parce qu'en philosophie, on ne se contente pas effectivement de suivre l'autorité des grands anciens, mais on n'hésite pas à avoir un rapport distancié et critique. Et après la thèse, on engage la fameuse deuxième partie qui est là. Oui, très bien, public aimé. Hein. Mon oncle et ma tante sont venus aujourd'hui. Je vais dire effectivement les mots-clés qu'il fallait dire, c'est très bien. C'est l'antithèse. Et l'antithèse, vous aurez droit à la parole, messieurs, dames. Vous pourrez prendre la parole. Car s'il y a des éléments dans ce que j'ai raconté qui ont été un peu difficiles à saisir, il n'y a pas de problème, je reviens dessus. Si vous voulez instruire une polémique avec les auteurs que j'ai présentés, il n'y a pas de problème, messieurs, dames, vous allez, vous prenez la parole. Et je réponds à toutes les questions que le maximum de mauvaise foi. Mais il y a la place en philosophie pour autre chose que la thèse, autre chose que l'antithèse. Il y a une troisième partie en philosophie. Cette troisième partie, on l'appelle traditionnellement la fameuse foutaise. Alors, dans la foutaise, en fait, nous nous retrouverons tous pour le pot de l'amitié dehors et nous continuerons à philosopher tout en buvant et nous n'hésiterons pas à partager ce qui restera de la rupture pédagogique. Je comprends votre attention, j'ai vu votre œil depuis tout à l'heure, je me dis il y a du boulot et il y a de l'angoisse. Pour pallier à cela, car effectivement il n'en restera plus dans la bouteille, raison pour laquelle vous avez intérêt à comprendre vite, si vous voulez boire dans la foutaise. C'est la raison pour laquelle la production, reculant devant aucun sacrifice, n'a pas hésité à venir aujourd'hui avec un support conséquent, et c'est celui-ci. C'est le cubi. C'est le cubi philosophique, c'est le cubi hors note. Vous savez que c'est un festival de théâtre ici. C'est le cubi hors note cubi. Donc rassurez-vous, il y a la bouteille, vous la partagerez à 50, et moi et les régisseurs, on aura le cubi, donc tout ira bien. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Ouais? Besoin de réfléchir un peu? C'est possible. Bon, les gens disent, mais c'est quoi ce sujet-là quand même? Qu'est-ce qu'on a à faire avec une question pareille? Quelle différence y a-t-il entre Socrate et la grosse Scheherazade gavée de loukoum et retrouvée morte dans les escaliers du Parthénon? On sait bien qu'il n'y a rien de commun entre cette figure un peu ridiculisée qui serait la Scheherazade, puis Socrate. Comme les gens connaissent Socrate. A minima, ils connaissent Socrates, qui était le capitaine de l'équipe du foot du Brésil qui en 76 en 82 s'est illustré. Mais c'est pas de celui-là selon lequel que je te cause aujourd'hui. Je parle de Socrate, le père de la philosophie. Tu connais un peu le bon zig? On est en 499, avant Jackie Chan, et à Athènes. Peut-être je vais camper un peu le décor et puis un peu préciser le personnage. dont tout le monde sait deux choses, c'est qu'il a inventé la philosophie et qu'il en est mort. Méfiez-vous de la philosophie. Ça porte plutôt malheur, cette histoire. Hein. Vous savez, plutôt footballeur. Socrate, lui, a fait le bon choix. Socrate, pas le bon. Hein. Donc on est au 4e siècle, avant Johnny Cash, à Athènes, en Grèce,
Contexte un peu, je vous décris le machin et tout ça, la Grèce à l'époque, les mecs qui sont peinards sans déconner. Hein. La Grèce appartient à des grandes familles qui sont toutes des grands propriétaires fonciers, tous ne posent pas de questions et tout, ils prétendent tous descendre des dieux. Donc si tu veux, c'est assez sympa, tu vois, parce que tu possèdes le pouvoir économique, tu as toutes les terres, tu possèdes le pouvoir symbolique, tu dis que tu es comme Jupiter, si tu veux. Qui pourrait te contester, tu vois. Donc c'est un peu ça, cette ambiance quand même à Athènes. Hein. Et puis les mecs, dès qu'ils ont un peu des problèmes, des difficultés et tout, ils feuillettent Homère, parce que dans Homère, il y a la réponse à tous les problèmes. Tu sais, qu'est-ce qui se passe et tout, par exemple, là j'ai une querelle de voisinage et tout, feuillette Homère, t'as la réponse. Hein. Par exemple, un problème, tu vois, par exemple, avec, je sais pas moi, un chef de cabinet qui s'éclate à tabasser des gens au sol, qu'est-ce que je fais et tout. Je préfère engueuler un gamin de 15 ans en lui disant fais tes études parce que tu es une attitude absolument abjecte, fais des études, trouve un boulot, et ensuite tu feras la révolution. Pour l'instant, je couvre le mec au sol et tout ça. La réponse elle est en fait dans Homère, tu vois, c'est tout passé, tout ça. Donc les mecs, ils sont pas de problème de conscience du tout. Hein. La réponse est dans Homère, ils sont installés économiquement et en plus ils sont installés symboliquement parce qu'ils prétendent descendre des dieux, tu vois. Tranquilla. Tranquille, Mila. Sauf que là, il y a un moment de grande rupture. Un moment de grande rupture, c'est quoi? Il débouche comme ça, dans l'Athènes de l'époque, des mecs comme ça qui disent nous, on commence à faire de la tunasse avec l'huile, on commence à faire de la tunasse avec le fromage de brebis salakis, on commence à faire de la tunasse avec le petit vin résiné, le raki et tout. Trop on a de la tunasse, on pourrait peut-être maintenant un peu s'emparer du pouvoir, parce que ça va 5 minutes quand même de bosser pour les Rothschild. Après tout, maintenant, quand même. Hein, on va au bout et on achète l'État. Et donc les mecs ils disent on va s'emparer de l'État, tu comprends? Et là il y a une espèce de rupture, tu vois. Il y a vraiment un bouleversement pour la cité athénienne et on ne sait plus du tout à quel sens se vouer. Et là, trop déboule un mec, le mec il s'appelle Socrate. Tu vois? Le mec il s'appelle Socrate et qu'est-ce qu'il fait? Le mec il fait de la philosophie. Et qu'est-ce que c'est au fond, la philosophie au fond? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'acte même de philosophie? C'est pas se contenter de la tradition. C'est pas se contenter de la tradition et de l'héritage, c'est pas simplement reproduire la société telle qu'elle existait avant. Mais c'est pas non plus la donner aveuglément à des mecs qui ont de la tunasse et qui achètent l'opinion et BFM. Et c'est faire le pari de quoi? C'est Socrate. La légende dorée nous raconte que le pari de Socrate, c'est quoi? C'est se battre pour la vérité. C'est recourir à la raison, en finir avec la tradition. En finir avec la violence manipulatoire des classes dominantes qui voudraient s'emparer du pouvoir politique et recourir à la raison, débattre, échanger des arguments rationnels, être profondément épris de vérité, rechercher la vérité en toute situation. Et mon Socrate, c'est ce qu'il fait. Par exemple, il frappe à la porte des mecs à l'heure de l'apéro parce qu'il est finot quand même. Hein, tu vois? Genre le mec, par exemple, il est ancien combattant. Socrate il frappe à sa porte et tout, le mec dit qu'est-ce que tu veux Socrate? Il a mangé des olives et tout, j'ai ouvert une petite bouteille de raki. Socrate il dit je sais bien, j'arrive à 13h, je fais exprès. Il dit mais qu'est-ce que tu veux à part le raki? Socrate il dit j'aimerais avoir une définition du courage parce que toi-même, tu es un homme, tu as une réputation de courageux puisque tu es couvert de médailles. Et l'autre il essaie de donner une définition du courage. Au fur et à mesure, il cherche une définition du courage, il se rend compte en fait qu'il n'a jamais eu une définition du courage. Et peut-être que cet homme-là qu'on couvre de médailles n'est pas tant un courageux que peut-être quelqu'un qui ne s'est jamais posé la question sur la légitimité des combats et des meurtres qu'il a commis. Tu comprends ça? Alors, à l'issue de l'apéritif, Socrate ne sait toujours pas ce que c'est que le courage, hein, puisqu'il a demandé à un ancien combattant, et vous savez, causer philosophie avec un militaire, c'est quand même une prise de risque. Hein. Donc Socrate ne sait toujours pas ce que c'est que le courage, mais l'autre qui croyait savoir ce que c'est que le courage, en fait, ne sait pas ce que c'est que le courage parce qu'il n'a jamais raisonné pour trouver une définition du courage. Tu comprends ça? Donc le mec rentre en psychothérapie, il arrête le raki parce que mélanger avec les médicaments c'est dangereux, donc Socrate ne peut plus aller boire l'apéro chez lui, et qu'est-ce que fait Socrate? Il va frapper à la porte de quelqu'un d'autre. Tu comprends, avec qui il peut taper le raki, tu vois. Et en fait il fait ça en permanence, donc Socrate c'est l'homme, nous raconte la légende dorée, qui est tellement épris de vérité, qui invite les gens à s'interroger par la raison sur leur valeur, qu'à la fin, à force de frapper de porte en porte, le résultat quel est-il? Bien sûr, il dérange Socrate. Et quand Socrate il dérange, qu'est-ce qui se passe pour lui? Garde à vue de 96 heures. Avocat commis d'office. 30 jours de prison et à la fin, exécution. Et là, il commence à se mettre en scène. Une figure du Socrate qui est le Socrate héroïque. Le Socrate qui est prêt à mourir pour ses idées. Parce que figurez-vous, quand il était en prison, alors qu'il n'a rien fait de mal, il a invité les gens à réfléchir pour savoir les valeurs auxquelles ils adhéraient.
Ça dérange un peu aux entournures. Et bien il y a un ami alors qu'il est incarcéré en prison, un mec qui s'appelle Criton. Les Grecs souvent ont un nom qui se finit en on. Platon, Criton, jambon était charcuté. Criton arrive à la geôle de Socrate, le jour de l'exécution. C'est grave, c'est juste ça. Criton dit à Socrate, Socrate, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, t'es condamné à mort, mais regarde, j'ai glacé suffisamment des mains dans la prison pour que, regarde bien, regarde. Tu la vois, la porte de ta prison, on est en glace. Elle est ouverte. Et Criton dit à Socrate, quand tu veux, tu sors. Quand tu veux, tu sors et tu as la vie sauve. Et vous savez ce que fait Socrate? On va le refaire. Et vous savez ce que fait Socrate? Alors vous dites non, donc je relance le sujet. Et vous savez ce que fait Socrate? Non. Et vous voulez savoir ce que fait Socrate? Oui. Socrate il dit, referme la porte, il y a la clim. Et Socrate ne sort pas. Parce que Socrate dit, il vaut mieux subir une injustice, et Socrate subit une injustice. Parce qu'il est condamné, parce qu'il est épris de vérité dans un monde qui est aux mains des démagogues. C'est pas la démocratie, c'est la démagogie. Mais Socrate préfère périr au nom de la vérité, plutôt que de continuer à vivre en renonçant à cette très haute exigence. Il dit, je préfère subir une injustice plutôt que de la commettre. Bien sûr, l'État est entre les mains d'argousins, de crapules, de racailles, etc. Mais il vaut mieux encore que l'État soit entre les mains de ceux qui s'emparent de la loi pour me faire ainsi violence, plutôt qu'on s'autorise à désobéir aux lois, parce que si tout le monde s'autorise à désobéir aux lois, c'est n'importe quoi, c'est le gouvernement de Macron, c'est tout ce qui se passe. Et donc, ici, qu'est-ce que fait Socrate? Il périt au nom de l'idéal de la justice et de la vérité. Figure socratique, grandiose de l'idéal, sacrifice ultime. D'ailleurs, il le dit à tous ses camarades, alors que c'est le jour de l'exécution, ils sont là rassemblés autour de lui, ils pleurent à chaudes larmes, ils sont désespérés et tout. Et Socrate essaye de consoler ses amis comme ça, et il dit, mais n'ayez pas peur, c'est pas grave. Peut-être même que la dernière heure est la plus belle, parce que c'est là où on se rend compte de la gravité des choses, hein, et c'est là où on pèse toute l'importance de la vie dès lors que la mort est là tout près de nous. Et les autres, ils comprennent rien, mais ils disent, c'est sans doute génial, tu vois. Il dit, vous connaissez le chant du cygne? Voilà, faire, mais vous allez voir, au bout de la troisième, normalement, ça va être spontané. Vous connaissez le chant du cygne? Mais vous dites pas oui, vous dites non. Vous connaissez le chant du cygne? Vous voulez connaître le chant du cygne, bordel? Oui. Roland, peux-tu nous envoyer la bande-son avec Michel Delpech? Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Et ben voilà, Michel Delpech en fait est socratique. Parce qu'en fait, il retrouve la grande intuition de Socrate qui, lorsque le cygne s'en va pour mourir, en fait, c'est là où il est bouleversant d'émotions et c'est là où il fait le plus beau chant. Et Socrate dit, ma mort peut vous sembler effectivement une abjection, mais c'est par là que se signale la grandeur de l'homme qui est prêt à mourir pour des idées. Oh la classe! Je sais pas si t'as vu le tableau du mec qui s'appelle David au Louvre. Au Louvre, il n'y a pas que du hip-hop, tu sais. Il n'y a pas que des gros rappeurs américains. Et au Louvre, tu sais, il y a le mec David comme ça. Et David, il dessine comme ça, il peint Socrate. Et Socrate, il est avec tous ses disciples, il est là comme ça, il est sur son lit de mort, tu sais. Et il s'apprête à descendre de son lit de mort. Il a une jambe sortie, une autre sur le lit, tu vois, comme ça. Et il te regarde, comme moi. Elle a une jolie barbe. Comme moi. C'est ce qu'il fait, Socrate, le père de l'idéalisme, le père de l'abnégation, le père du sacrifice selon des idées. C'est ça. Un prof de philo devrait toujours commencer sa classe avec ça. Moi, quand j'enseignais, je commençais toujours ma classe avec la bouteille de rouge que j'ouvrais pour la rupture pédagogique et je m'asseyais ainsi sur le bureau. J'ai enseigné 2 mois. C'était différent avec un
j'avais la fille en classe. Mon Socrate, il est comme ça, dit David. Il est en train de montrer le ciel. Ça ne veut pas dire qu'il est converti à Daesh. Ça veut dire qu'il nous montre que tout le travail de la philosophie, c'est de s'arracher aux basses contingences terrestres et être prêt à mourir pour les idées. Trop la classe, la vérité. Trop la classe. Culture pédagogique. Ça, c'est vraiment l'idée qui va être véhiculée par toute la tradition philosophique. Alors, Platon le premier, qui ne parlait pas de philosophie ensuite. Non. Sauf qu'il y a un mec qui dit Es geht 5 Minuten. Ça va 5 minutes. Trop le mec, il est prussien. Trop le mec, il a des moustagaches en guidon de vélo. Trop le mec, il a 5 consonnes qui suivent. Trop le mec, c'est Fredonicht. Fredonicht dit, mais arrêtez d'héroniser cette figure-là. Nietzsche dit, il y a même des gens qui sont des jésuites et qui vont aller jusqu'à nous dire qu'au fond, Socrate, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer avec son sacrifice? Jésus. Nietzsche dit, mais c'est du délire, et ça c'est pas que... Et Nietzsche a bien raison quand il dit ça, parce qu'il y a un mec, le fameux Festugière duquel je vous ai parlé, le mec il est jésuite, trop il est dans la compagnie de Jésus, même s'il n'avale pas, et il dit, c'est dingue en fait, quand on est face à Socrate, on est quelqu'un qui annonce Jean-Baptiste. Mais c'est là le délire. Les mecs, on fait la philo, on dit c'est un monument, mais non, c'est un monument sacrificiel, c'est un monument de christianisme laïque. Alors les gens disent, mais il délire quand même, il arrête tout ça et tout, il se fait Nietzsche, critique en Platon et tout ça. Non, je ne délire pas. La preuve, elle est là. Je suis venu pour vous, ici, avec un sac poubelle. Et dans ce sac poubelle, les gens se demandent ce qu'il y a. Mais qu'y a-t-il dans ce sac poubelle? Les gens disent, c'est peut-être des preuves supplémentaires qui vont démontrer effectivement une culpabilité du côté de la belle famille, de la maman du petit Grégory. Non, dans ce sac poubelle, en fait, monsieur dame, je suis venu avec des petits livrets de philosophie foraine. Dans ces petits livrets de philosophie foraine, j'ai recopié des textes qui sont étourdissants. Moi, j'ai recopié un texte du révérend père Festugière qui parle de Socrate comme étant non seulement une figure de l'idéal, mais plus encore une figure annonciatrice de Jésus. Incroyable. Je vais donc ouvrir le sac, distribuer les livrets, et vous pourrez ça le constater de visu, in concreto, mano à mano. Mais tout d'abord, ouverture du sac. Roland, nous sommes face à un public qui, je crois, est un public lettré, qui aime Télérama, mais qui ne recule pas devant la gaudriole. Veuillez nous envoyer une musique à caractère érotique et suggestif. Ils sont là, je vous les distribue, j'espère qu'il y en aura assez. S'il n'y en a pas assez, si vous êtes venu avec votre partenaire sexuel, vous me le dites, je vous donne un pour deux. Si vous êtes venu avec votre partenaire sexuel et votre amant ou votre amante, car vous espériez que c'était la pénombre, et que d'avoir un gros kiff, un très gros kiff, vous me le dites aussi, comme ça je vous donne un pour trois. Vous vous accouplez? Monsieur. Ah pardon, vous accouplez avec monsieur. Pardon, monsieur. Vous accouplez aussi avec monsieur. Non, mais moi je suis open, je suis comme vous, je dis Télérama. N'ouvre pas, bien sûr. Tant que je ne vous dis pas d'ouvrir un petit livret, c'est évident. N'ouvrez pas. Si, voilà. Tu es servi, madame? Couche avec qui? Alors, j'ai une bonne pratique du poignet, donc je vais vous faire une petite projection faciale. J'en ai mis tout devant, je suis désolé. Tu n'ouvres pas, bien sûr, comme je viens de le dire, tu n'ouvres pas. Hein, bien sûr, ça c'est les profs, hein, de toute façon, ça c'est clair. Hein. Les profs, toute l'année, ils disent, tu n'ouvres pas le livre avant de vérifier le résultat, que tant que l'heure n'a pas commencé, tout ça. Bien sûr que s'ils font les élèves, ils font comme les profs, ils ouvrent, qu'est-ce que tu veux, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est des gens comme ici. Hop là, attention, ici, là, hop là, madame, hop là, oui. Ici, là, hop là, attention, excuse-moi, je te prie de m'excuser. Là, ça va, c'est bon? Voici, ici, là, attention, je vois la purée, oui, ma poule. Jean-Monsieur qui lisait Le Monde, madame qui lisait Le Figaro Économie. Je sens qu'il y a de la tunasse à se faire, cela. Hein? Allez, ici, là, là. Ici, ici.
Là, Charlie, madame, hop, tu t'accouples, il n'y a pas de son métier. Hein. C'est bon, tout le monde est servi? Comme je t'ai dit, tu n'ouvres pas. Non, mais la pédagogie, c'est la répétition. Hein. Tu es servi, madame? Qu'est-ce qu'il te faut? Ça va? Ça va. C'est ça. Oui, t'en veux encore, hein, tu aimes ça, tiens. Ça va? Regarde ça, regarde, on va ouvrir une fois. Je vous ai dessiné Socrate, hein. Je vous ai dessiné rapidement Socrate et tout, regarde, il est là, tu vois, il est là. Voilà, hein, regarde. Et je lis un passage de Festugière qui est absolument stupéfiant. Nous le lisons ensemble. J'ai fait donc Socrate avec le doigt de Daesh. Hein. Et voilà ce que nous dit le révérend Père Festugière. Il nous dit: les modernes croient en un Dieu qui les aime, qui les attend. Jésus est mort pour le prouver, et la mort de Jésus est notre seul remède. Socrate n'a pas eu ce remède. Les pères de l'Église ont traité Socrate en précurseur. Il n'a pas eu l'espérance des pères. Pourtant, alors c'est un il, hein, les gens croient que c'est le sexe de Socrate. Ça tombe super mal quand je parle de Jésus, tout de suite allez savoir s'il n'y a pas un truc qui me travaille au niveau de la psychanalyse, mais enfin je les assure que c'est le il. Hein. Pourtant, Après, je me suis rendu compte, j'ai mis du typex et tout, puis je me chargeais, ça faisait de plus en plus gros, ça débordait de taches blanches et tout. Je me suis dit, t'arrêtes et tu retournes voir ton thérapeute. Mais non, je suis à Avignon, je peux pas. Pourtant, hein, c'est Socrate, il a parlé comme s'il espère. Quelle leçon pour nous, modernes, qui possédons la parole, et néanmoins sommes tristes. Donc on est vraiment là dans un truc absolument stupéfiant. Socrate devient une figure tellement idéalisée, c'est presque une figure du Christ laïque, tu comprends? Et contre ça, le gars duquel je commence à vous parler, qui est le fameux Nietzsche, Patrice, lui du tout, dit par rapport au texte, ça suffit, es genug 5 Minuten. En fait, on peut peut-être aussi voir Socrate non pas ce grand idéaliste qui est pour le sacrifice, on peut peut-être voir l'exact contraire, nous dit Nietzsche. Et l'exact contraire, c'est quoi? Nietzsche nous dit, dit-on les mecs, vous avez fait gaffe au dernier geste de Socrate? Les gens lui disent non. Non. Et dans les mecs, vous avez fait gaffe au dernier geste de Socrate? Non. Vous voulez que je vous rappelle? Oui. Trop Socrate, il va crever sa race. Il est là sur sa couche allongée. Et il y a Criton, tu sais, le vendeur de jambon, qui a ouvert la prison. Et qui dit à Socraton, Socrate, pardon, Socrate, peut-être un dernier mot pour l'éternité quand même. Attends. Là, t'as l'agonie et tout, t'as bu un rosé de bandole tiède, le pire arrive, peut-être qu'il est temps quand même de laisser un mot pour la postérité. Et vous savez ce que dit Socrate? Il dit: oh, Criton, mon plus cher, on est dans la Méditerranée. Oh, Criton, mon plus cher, il y a des choses importantes qu'on a oublié de faire. Et c'est quoi, plus cher? Alors, il dit, plus cher, on a oublié de sacrifier un coq noir à Esculapa. Tu connais Esculapa? Esculapa. Oh, tu n'es pas d'Aubagne? Tu es Esculapa. Tu n'es pas Esculapa. C'est pas le dieu de l'escalope, hein? Le dieu Esculape, Asclepiosa. Le dieu de la santé, tu as raison, mon cousin. Le dieu de la santé, Asclepiosa. Esculape, le dieu de la santé. Sacrifions un coq noir à Esculape. Et là, la miniche! Il dit: mais qu'est-ce que c'est que ce putain de gros délire? Alors il le dit en allemand, je ne connais pas exactement l'appellation, hein, mais il y a Donnerwetter dedans, hein, quand même. Il dit: mais qu'est-ce que c'est que ce gros délire? Il sacrifie un coq noir au dieu de la santé. Et quand on sacrifie un coq noir au dieu de la santé, c'est qu'on le remercie d'avoir été guéri. Et Nietzsche dit: mais bon Dieu, ça veut dire quoi à propos de Nietzsche? Ça veut dire quoi à propos de Socrate, hein? Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que Socrate se considère comme malade. Et il considère la mort comme une délivrance. Et donc tout le baratin qu'on nous a raconté, que les pères de l'Église que nous ont raconté, que Festugière nous a raconté, tout le baratin qu'on a depuis 2000 ans, qu'on enseigne la philosophie, c'est quoi? C'est un baratin qui vise à dire ce mec est un héros, mais en fait nous explique que ce mec n'est pas un héros, ce mec était un mec pour qui la vie était insupportable. Ce mec faisait de la philosophie parce que la philosophie est un symptôme. Le symptôme d'une dépression. Pourquoi croyez-vous que les gens font de la philosophie, dit Nietzsche?
Vous croyez qu'ils font de la philosophie parce qu'ils sont, comment dire, prêts à se sacrifier pour des idéaux? Non, ils font de la philosophie parce que quand vous faites de la philosophie, est-ce que vous vivez? Nietzsche dit non. Les gens qui font de la philosophie, ils vivent pas. Les gens qui font de la philosophie, ils pensent la vie. Et quand tu penses la vie, il faut que tu fasses un écart par rapport à la vie pour mieux la méditer. Le penseur de la vie n'est pas tant dans la vie que celui qui exerce une distance entre lui et la vie pour mieux la réfléchir. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui réfléchit bien? Non, dit Nietzsche. Ça fait de lui quelqu'un qui vit mal. Tu comprends ça? Alors ça, il ne faut pas le dire à la première leçon de philo. Il faut plutôt aborder ça quelques mois avant le bac où il n'y a plus d'élèves en classe du tout. Parce que sinon tu scies la branche sur laquelle tu es quand même assis. Mais il y a quand même quelque chose de terrible ici énoncé par Nietzsche. Cette chose terrible, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a deux catégories d'hommes. Il y a des hommes, par exemple les mecs, par exemple, les mecs, ils ont trop pas peur de vivre, ils vivent à fond. Peut-être, tu sais, tu es au festival de théâtre à Avignon. Tu le sais, ça. Tu peux voir des pièces, trop c'est écrit par des gros grecs. Machin, tu vas voir Sophocle. Tu vas voir Euripide. Ouais, Sophocle. Sans déconner, c'est trop fuck, Sophocle. Les histoires à Sophocle, les histoires à Euripide, la vérité, qu'est-ce que c'est? Trop c'est des mecs et tout, ils savent c'est la mort qui vient au bout et tout. Trop c'est la passion amoureuse avec la mort, mais c'est pas grave, ils vont tout niquer leur race. À la fois on leur dit, mais sans déconner, poto, tu vas crever, tu vas laisser ta peau. Il y en a branlé, frérot, j'y vais. C'est le tragique. Le tragique, les mecs, 17 € la place. 17 € la place pour voir des mecs au début, ils sont vivants, ils sont tranquilles. Après, ils commencent à s'aimer, après, ils se tuent, ils sont tous morts. Fin de la pièce. Et les Grecs se lèvent et applaudissent. 17 €. Ça finit mal. 17 €, ça les fait kiffer leur race. Ils adorent que ça finit mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur du tragique. Parce que la vie, elle est putain tragique. Et avoir le courage de vivre, c'est s'inscrire dans quelque chose qui s'appelle le tragique d'exister, qui est marqué au saut, effectivement, certainement d'une plénitude, mais d'une plénitude tragique, parce qu'on finira tous comme ça au boulevard des Armagers. L'essentiel, c'est que vous ayez gagné 17 € pour le spectacle. Tu vois? Et Nietzsche dit ça, mon Dieu, c'était la vérité de la vitalité. Et d'un coup, il y a trop un couillon, une déboule, il s'appelle Socrate, tout ça, et ce mec qui s'est fait passer pour un idéaliste, mais sans déconner, c'est un Harry Potter. C'est le roi des esbroufades. Parce que sous prétexte d'être un grand homme généreux, prêt à périr pour les idées, qu'est-ce qu'il révèle? Il n'est pas prêt pour le tragique de l'existence. Il ne supporte pas que la vie elle soit marquée au saut de la finitude. Il ne supporte pas que la vie elle soit marquée au saut de violence absurde. Comme il n'est pas capable d'aimer absolument la vie, comme il n'est pas capable d'avoir un amour pour ce destin tragique, amor fati, c'est ce que dit Nietzsche. Il y a des hommes qui sont capables de la mort fati, il y a des femmes qui sont capables de la mort fati, qui aiment absolument jusqu'à la mort, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas capables de la mort fati. Alors quand je dis amour fati, ça ne veut pas dire que je suis néo-nazi et que j'en veux à une jeune fille qui s'appelle Fatima. L'amour du destin. Il y a des gens qui ne sont pas capables de l'amour du destin. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en scène toute leur vie au suicide. Et ils font de la philosophie. La philosophie, c'est le symptôme de grands dépressifs chroniques. N'écoutez pas les philosophes. Je ne sais pas si d'aventure vous êtes face à un philosophe, évitez-le comme la peste. Genre par exemple, vous ne faites pas poisser comme des gogos vulgaires parce que vous avez un spectacle de philo, c'est super, on va s'élever l'âme. Vous n'allez pas vous élever l'âme, vous allez vous ramollir la vitalité. Ne vous exposez pas trop à la présence des philosophes. Tu comprends ça? Donc effectivement, c'est un personnage ridicule et grotesque, Socrate. Gaver le couple. Alors c'est pas le couple, c'est la ciguë, c'est pareil, on a vu tomber la pu. Et à la fin, elle va retrouver dans les escaliers. Il n'y a aucune grâce, il n'y a aucune dignité à faire de la philosophie. Philosopher, c'est capituler face à l'existence. Je sais pas, moi je mets vraiment beaucoup besoin. Vous comprenez comme quoi c'est un accessoire indispensable. Après on trouve sa consolation comme on peut. Bon écoutez, je crois que j'ai fait le tour avec Nietzsche, mais Nietzsche dit on balance ça quand même, on se le prend dans la gueule. Il le dit d'ailleurs, il le dit
directement et textuellement dans un texte qu'on va regarder ensemble. Je vous invite à l'ouvrir. Et là, je vous ai dessiné Scheherazade, elle est belle, hein. Scheherazade, elle est vraiment dans l'opulence et la générosité. Et voyez ce que nous dit Nietzsche dans le Crépuscule des idoles. Le passage est magnifique passage où il ridiculise la figure socratique. Il dit la chose suivante. J'ai donné à entendre le... Nietzsche, il est exubérant, il est dans la vitalité, hein. Donc on utilise ses textes et il lit très fort. Comme Festugière. J'ai donné à entendre de quelle façon Socrate fascinait. Il semblait être un médecin, un sauveur, incroyable sauveur, Festugière. Un pré-Christ. Christ, il y a le H devant lui. Est-il nécessaire de montrer encore l'erreur qui se trouvait dans sa croyance en la rationalité à tout prix? Elle ne fut elle-même qu'une longue maladie, une nouvelle maladie. A-t-il compris cela lui-même, lui qui a été le plus prudent de ceux qui se dupèrent lui-même? Oh, l'affreuse mauvaise foi des philosophes. Et Nietzsche continuait. Socrate voulait mourir. Voix de Socrate. Ce ne fut pas Athènes, ce fut lui-même qui se donna la ciguë, Il força Athènes à la ciguë. Socrate n'est pas un médecin, se dit-il tout bas. La mort seule, ici, est le médecin. Socrate fut seulement longtemps malade. Ne donnez pas ce texte à vos enfants avant qu'ils n'entrent en terminale, parce que ça décrédibilise tout de suite le corps enseignant. Et ça le fait se rabattre sur les salles de 5 ans qui voient des canons. Mais ici, vous voyez, la sanction nietzschéenne est sans appel, et elle vise à dire que définitivement, il faut finir absolument avec le personnage de Socrate. Je ne vous cache pas qu'à ce moment de l'exposé, et à ce moment de ma brève carrière d'enseignant, 2 mois, je vous l'ai dit, après j'étais en cure, je connais une véritable détresse, une hésitation profonde. Je ne sais plus du tout à quel sein me vouer. Hein? Parce qu'effectivement, il y a un problème quand même avec Nietzsche, c'est que Nietzsche n'arrête pas de décrier les philosophes. Mais fait-il lui-même peut-être acte de philosophie en décriant les philosophes? Vous voyez? Je suis très embarrassé, je ne sais plus quoi. Je vais du côté de Platon, je vais du côté de Nietzsche. J'essaie de penser le philosophe comme l'âme généreuse, j'essaie de penser le philosophe comme celui qui n'arrive pas à être à la hauteur de la vie. Je ne sais plus du tout à quel sein me vouer. Je vois. Et c'est là, messieurs, dames, et c'est là où je suis tombé sur une solution intéressante. La solution intéressante sur laquelle je dois vous parler, c'est la suivante. C'est qu'en fait, depuis le début de mon exposé, en servant des auteurs, je me suis cramponné sur la figure de Socrate comme étant trop un mec qui existe pour vrai. Un témoignage. Le mec existe. Et je me dis, putain, puton, hein, on est en train de... Vous connaissez Nestor Burma? On se fout de savoir si Nestor Burma existe ou n'existe pas. Par contre, ce qui est important, c'est que Nestor Burma, avant d'être un vrai bonhomme de chair, c'est d'abord un bonhomme de papier, qui nous permet de nous raconter les belles histoires de polar. Tu comprends? Tu connais le gendarme de Saint-Tropez? Non. Je me demande si, quelque part, Galabru est au gendarme de Saint-Tropez, c'est que Socrate est à la philosophie. Je me demande si, en fait, l'erreur qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on est en train de penser un personnage réel, dont on se pose la question s'il est courageux ou lâche, s'il est idéaliste ou dépressif. Mais je le pense comme un personnage réel, qui a sans doute existé. En fait, la vérité de Socrate, c'est quoi? C'est que c'est d'abord un bonhomme de papier. C'est un bonhomme de narration. C'est un bonhomme grâce à quoi on raconte des histoires. Un bonhomme grâce auquel on raconte l'histoire perpétuelle de ce bonhomme qui ne cesse de mourir. Socrate ici n'est pas tant un vrai homme qui meurt qu'un bonhomme de papier qui est mis en scène dans des livres, dans des textes, et on nous met en scène sa mort, dont on ne sait pas quoi penser, comme Scheherazade. Scheherazade, trop, c'est une gonzesse. Tout au fond, le plus important, c'est pas de savoir si elle existe ou si elle n'existe pas. Mais par contre, c'est une gonzesse grâce à quoi on raconte des histoires et grâce à quoi on repousse la mort. Tu vois ça? Et je me dis, c'est sûr, on s'est fait niquer depuis le début. On s'est fait niquer depuis le début parce que depuis le début, on pense la philosophie comme étant une réflexion sur la vie, sur l'existence. Et si, ici, la philosophie, c'est d'abord des textes et de la littérature.
Et si la philosophie c'était que pour de faux? Et si la philosophie c'était que des belles histoires qu'on se raconte, sauf qu'au lieu de se raconter l'histoire avec trop une bonne gonzesse qui s'appelle Scheherazade et qui bouffe des loukoums, c'est trop un gros bonhomme qui se tartine du raki avec un Louis Salakis. Est-ce qu'au fond la philosophie serait tout simplement un phénomène littéraire qui n'enseigne un gulus, qui n'arrête pas de mourir à chaque fois qu'on raconte l'histoire? Est-ce qu'on ne s'est pas planté depuis le début avec la philo, on l'a pris en sérieux, alors qu'elle a une sous-catégorie de la littérature fantastique? Les gens me disent sans déconner, Guyard ne dit pas ça. Imagine, il y a un inspecteur d'académie de la salle. J'ai été radié. Mais c'est pas que moi qui dis ça. C'est le mec sur lequel que je voudrais conclure maintenant. Le mec s'appelle Rossetti. Et il écrit un drôle de petit bouquin en belles lettres en 2004 où il explore ça. Regardez, on va le lire ensemble ce passage, c'est avec ça que je vais conclure. Ça va ouvrir sur les drôles de horizons. Regardez-le. Et je vous ai dessiné la réconciliation de Socrate avec Scheherazade. Socrate peut faire un autre vent. Il a ça pour lui. Je voudrais queen, je ne le cache pas. Nous les allons lire ce passage, vous allez voir, il est stupéfiant. Il dit la chose suivante, Rossetti. Il nous dit: des recherches ont montré que, durant plus d'une vingtaine d'années, au début du IVe siècle, avant notre ère, c'est-à-dire après la mort de Socrate, des centaines de dialogues à la manière socratique ont été écrits, comme le truc que je vous ai raconté avec la porte qui s'ouvre et la clim là qui se fout le camp. C'était une folie, ça se vendait dans tous les relais H de toutes les gares. C'était ça, la littérature dominante à l'époque. Et le héros, c'était pas Nestor Burma, le héros, c'était pas Galabru, le héros, c'était Socrate. Et il continue, Rossetti, il dit la chose suivante: ces publications ont même envahi le champ de la littérature au point de tarir les productions théâtrales qui les avaient précédées. C'était même plus fort que la tragédie à l'époque. Ça a été une catastrophe pour les éditeurs de tragédie, notamment Rachel Lafont. Et puis, c'est très très dur. Et on continue encore, et on dit la chose suivante après, les ères précédées, qui était le mode d'expression de l'époque précédente. Comme il n'y a aucune possibilité de ne pas lier à la personne de Socrate ce phénomène d'édition, il faut en conclure que Socrate est le créateur, malgré lui, d'un genre littéraire, dialogue socratique. Et d'un coup, le truc s'éclaire pour nous. C'est quoi, au fond, ici, on pourrait presque dire la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que la philosophie, c'est pas une réflexion sur l'existence, on ne sait pas si ça veut dire que c'est une manière de vraiment penser les choses historiquement ou une manière de fuir les choses. En fait, la philosophie, c'est un travail littéraire. Et c'est quoi ce travail littéraire et pourquoi il y a beaucoup de points communs entre Scheherazade, qui retarde toujours le moment de mourir en racontant des histoires, et Socrate qui est sans cesse mis en scène dans des histoires, des centaines d'histoires dans lesquelles il est toujours devant le bourreau à boire la ciguë, et sans cesse une nouvelle histoire est racontée pour Socrate, là, devant la ciguë et devant le bourreau. Qu'est-ce qui est en train d'émerger ici? Ben, il est en train d'émerger une histoire qui est beaucoup plus simple que tout ce que la philosophie a pu nous dire, et peut-être aussi beaucoup plus essentielle, au fond. Il est en train de nous dire la chose suivante, c'est que la mort, elle nous guette. De la mort, on ne peut rien dire. Scheherazade arrive à la repousser en racontant les histoires. Et tous les philosophes qui ont écrit ces centaines d'auteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'arrivaient pas à nommer la mort de Socrate, ils n'arrivaient pas à se faire à la mort de Socrate. Alors ils ont raconté l'histoire de la mort de Socrate. Comme si sans cesse on avait besoin de fiction, comme si sans cesse on avait besoin de contes, comme si sans cesse on avait besoin de récits, comme si sans cesse on avait besoin de littérature pour repousser ce qui est indicible, ce qui nous rend sans mots, ce qui nous rend interdit, ce qui nous fait taire, qui s'appelle la mort. La grande affaire de la vie, c'est peut-être même pas la philosophie, mais la grande affaire de la vie, c'est la capacité à se raconter les histoires. La grande affaire de la vie, c'est la capacité à se raconter des contes. La grande affaire de la vie, c'est raconter les histoires pour ne pas se la raconter. C'est pourquoi vous venez à Avignon. Vous venez à Avignon pour qu'on vous raconte des histoires. Et quand on vous raconte des histoires, comment vous vous sentez? Vous vous sentez vivant. Et il n'y a rien d'autre qui compte. Se raconter les uns les autres sans cesse des histoires, métaphoriser, écrire, lire, pour se sentir vivant. Merci de venir à Avignon. Merci de venir honorer le spectacle vivant. Parce que le spectacle est vivant dès lors qu'il nous raconte des histoires. Merci.
Messieurs, dames, rien de tout cela n'aurait été possible sans le Barry White de la Canebière. J'ai nommé Rollo Catella. Ne l'applaudissez pas plus que moi quand même. Roland qui va prendre congé de nous, je crois. Oui, tout à fait. Tu l'as appelé au théâtre Au théâtre Notre-Dame. à 12h40 Oui. pour un spectacle qui s'appelle Sacco et Vanzetti. qui a été écrit par... Par vous-même. Ah ouais, il n'y a pas peur d'un raconteur d'histoire. Merci Roland, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et ben voilà, messieurs, dames, nous en avons fini avec la thèse. Et avec le maître. On va engager, si vous le voulez bien, maintenant la deuxième partie. Deuxième partie lors de laquelle la parole vous est restituée. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des remarques, des questions, des interventions, des rapports critiques avec toutes les couillonnades que j'ai pu raconter. Je suis à votre disposition. Si, ce n'est pas de démocratie, si vous voulez vraiment intervenir, parce que voilà maintenant 3 semaines que vous avez cessé de boire, c'est pour vous une victoire, vous demandez si vous n'avez pas la tour rechuter, vous n'hésitez pas. Vous levez la main, vous donnez votre prénom, on vous donne la parole, vous racontez votre galère, pas plus de 3-4 minutes quand même, hein. Vous rassez, on vous applaudit. Enfin, la première question est embarrassante aussi, je vous propose que nous passions directement à la deuxième question. Cher monsieur, Dans votre texte, à un certain moment, vous parlez de mourir pour des idées. Massin, ça dit oui, et de Morland. alors j'ai pas cité Brassens. C'est vrai. Comment je pourrais récupérer ce truc, moi? Il y a une définition donnée par Platon de la philosophie qui est vachement intéressante. Platon, quand il essaie de penser à la philosophie, dit c'est apprendre à mourir. Intéressant, hein? C'est-à-dire ne pas tant vouloir être absolument accroché à la vie, parce que l'affaire n'est pas tant de vivre que de bien vivre. Et donc parfois il faut être prêt à renoncer à la vie si elle est dégradée, parce que la place de la dignité ou des idées n'y est plus pleine et entière. Alors en même temps, quand Socrate dit ça, je veux dire, il a déjà 69 ans. C'est facile de mourir héroïquement pour des idées quand vous avez 69 ans et que vous êtes de 5 siècles avant Jacques Chazot. C'est ce que dit Xénophon d'ailleurs. Xénophon il dit ouais, moi Socrate il a trouvé quand même le bon plan parce que Athènes lui donne la ciguë et finalement ça lui donne une euthanasie à pas cher. Une remarque plus joyeuse? Oui, cher monsieur. Ouais. Bon, finalement, ce que vous nous dites, est-ce qu'on peut. C'est un peu la même chose que dire je veux mourir jeune le plus tard possible. Cette histoire. Alors, vous avez compris en fait que là où je vous emmène, c'est vous êtes fait bouffer parce que la grande affaire n'est pas de faire de la philosophie, mais de s'enivrer de contes, parce que tant que nous sommes dans le conte, nous sommes dans la parole et dans la vie. Mais c'est quoi en fait votre question? Est-ce qu'il y a une similitude avec l'idée des gens qui disent je veux mourir jeune le plus tard possible? Comment vous dire? Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on parle toujours, parce qu'on parle toujours pour meubler ce qu'on n'arrive pas à désigner, qui s'appelle la mort. Ouais, vas-y, parce que j'ai trop du mal. Mourir jeune, c'est-à-dire
savez qu'un verre de vin par jour, c'est bon pour le cœur. Hein? Ah ben moi je suis là, j'ai un cœur qui a 24 ans, moi. Oui, c'est vrai. Que vous dire? Oui, vas-y mon coco. Toi, t'étais allé au-delà de 5e, tu m'avais dit. Le fait de se raconter des contes pour être dans la vie, c'est quand même contre-courant de ce que la France spatiale, justement, le divertissement, c'est pour se Mais ouais, t'as raison, c'est absolument ça. Hein. Au fond, ce dont je fais l'éloge ici, vous avez entendu ce qu'a dit le copain, hein, c'est la petite question que je lui ai écrite tout à l'heure. Il a visé penché, donc il avait du mal à en même temps à porter sa voix. Hein. Mais il dit, mais là, ce que je suis en train de raconter, c'est aux antipodes de Pascal. Connais le mec qui s'appelle Pascal? Le mec Pascal, il a inventé, les gens lui disent, la calculatrice. C'est pas possible, il n'y avait pas les piles. Méfiez-vous de ce qu'on vous raconte. Hein. Et Pascal, il a dit effectivement, hein, la grande affaire de l'homme, c'est en finir avec le divertissement. Et le divertissement, ben, vous savez, vous vous divertissez, il dit vous allez à la chasse, bon maintenant avec les gars dans ses moyens, à la chasse aux poireaux, par exemple. Par exemple, vous enivrez d'affaires, vous faites de la tunasse. Parce qu'il est intéressant, il dit en fait, les gens qui font de la tunasse, ils n'aiment pas tant l'argent, qu'ils aiment se perdre dans l'argent. Et se perdant dans l'argent, ils oublient leurs conditions. Ça, c'est intéressant. Et plus loin, Pascal, il dit, c'est la même chose pour les gens qui courent après les honneurs. Hein. Pourquoi ils courent après les honneurs? C'est pas parce qu'ils se sentent investis d'une charge importante, parce qu'ils veulent servir l'intérêt général. Non, c'est parce qu'ils veulent s'oublier, en fait, dans l'espèce d'hystérie affairiste qui est la responsabilité politique. Et Pascal, il dit, notre grande affaire, c'est d'en finir avec le divertissement pour contempler en face notre destin qui s'inscrit dans la finitude. Et vous avez, enfin en fait ce que je m'amuse à vous dire, là c'est un peu exactement le contraire, hein. T'as bien vu le truc, c'est vachement culotté. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de défendre la thèse complètement baroque, qui vise à dire, non, il ne s'agit pas d'en finir avec les divertissements pour se contempler dans des vanités, découvrir son visage mortuaire dans le miroir trop hideux de la finitude qui me marque au visage. Corneille. Non, il s'agit de dire, au fond, maintenant ça on ne peut pas. Pascal, on ne peut pas. On ne peut pas contempler la mort en face. On ne peut pas se préparer à cette gravité qui s'appelle le fait de mourir. L'homme, il n'est pas fait pour la méditation de la mort. Et l'esquive qu'il engage, c'est ce divertissement décrié par Pascal, que j'essaie de mettre ici en avant, c'est quoi? C'est justement ce jeu baroque du conte, du récit de Scheherazade. 1001 nuits pour retarder la mort. Parce qu'on n'est pas fait pour contempler la mort, mais on est fait pour s'enivrer de ces fictions qui sont les fictions de littérature. C'est totalement irresponsable ce que je vous raconte. Mais peut-être que l'homme, il est fait pour l'irresponsabilité. Il est fait pour la métaphore. Il est peut-être même pas fait pour la vérité, parce que c'est une vérité innommable qui s'appelle la mort, par définition, ne peut pas être désirée. Et donc, à défaut, que faisons-nous? Des arabesques, des rondes, des danses, des rêveries, de la littérature, du fantasme, du baroque. Peut-être que la vérité de l'homme, elle est dans sa surface. Sinon, pourquoi vous allez ici assister à un spectacle de l'illusion? J'ai bien fait de poser la question. Intéressant. Le club pédagogique. Chère madame. Alors, est-ce que notre vie est réelle ou artificielle? C'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on est en train un petit peu de creuser ici? Un truc qui a souvent été un petit peu oublié. Depuis le début, je vous parle de la philosophie, je vous parle de Socrate et tout ça, mais je vous parle. Je ne sais pas si on est dans le réel, je ne sais pas ce que c'est que le réel. Par contre, je sais qu'il y a une chose qui est importante, là où j'habite, c'est dans le langage. On est tous d'abord des habitants du langage. Je ne sais pas si on est des habitants du réel, je ne sais pas trop ce que c'est que le monde. Hein. Je ne sais pas ce que c'est que le monde, je ne sais pas si c'est un monde dans lequel je cherche à m'incarner, je ne sais pas si c'est un monde dans lequel je cherche à trouver des échappatoires et des fuites. Hein. Mais par contre, je sais que de ce monde, j'en parle beaucoup. Mon territoire, ma terre natale, c'est la langue. Hein. On est d'abord des êtres de pur langage. Hein.
avant que d'être des êtres concrets ou réalistes. Les gens ils vous disent oh, moi je n'ai rien à branler de la philosophie, de la littérature et tout. Moi je suis un bonhomme concret, nous dit-il. Moi je suis dans le réel, nous dit-il. Moi je suis dans les choses concrètes, nous dit-il. Nous dit-il. La revendication du réalisme, c'est une revendication par rapport à une certaine idée du réel, par rapport à une désignation du monde. Et désigner le monde, dire que ça c'est le réel, dire que ça c'est le réel, désigner le monde, faire signe en disant ça c'est le réel. Est-ce que c'est pas faire œuvre de littérature? Vous saisissez ça? C'est vachement important. Parce que des fois comme ça on est pris à la gorge par des gens qui nous font un odieux chantage en disant moi je fais pas d'idéologie. Moi je suis pragmatique. Moi je suis ni à gauche ni à droite. Moi je suis dans le concret. Finissons-en avec les idéologies, ayons vraiment un rapport concret avec les choses. Ils le disent. Et ce faisant, que fait-il? Sinon fabriquer sa propre légende. Et on s'inscrit tous d'abord dans le langage, avant de s'inscrire dans le réel. Peut-être que le langage aide à circonscrire le réel, ou peut-être qu'il l'esquive. Mystère du langage. Mais le fait est d'abord que nous habitons d'abord dans le langage. Et que les personnes les plus concrètes, c'est d'abord celles qui explorent le langage et qui s'interrogent sur l'acte même de proférer, de parler, qui en disant le monde peut-être le faire paraître. Ouais. Ah, c'est trop un télo et tout. Ouais, c'est vrai, par exemple, Goebbels, qui était un grand intello, hein, disait que nous aurons les mots, nous aurons le pouvoir. Ah, j'ai coupé l'ambiance. Tu vois, ça éclaire un peu? Ça va pas éclairer, non, ça va t'embrouiller, hein, c'est le but. C'est-à-dire que si on a la parole, finalement, on est dans l'artificiel. Et donc c'est ceux qui n'ont pas la parole qui sont peut-être dans le concret. Où ils sont? Où ils sont? Parce que l'artificiel, c'est compliqué, c'est très compliqué. L'autre jour, j'étais avec des mecs, on était là, on buvait des coups dehors, c'était la foutaise. Tu sais? Un mec qui disait, mais attends, tu racontes des conneries avec le langage et tout ça, là, qu'on est des êtres de métaphore, qu'on est des êtres d'histoire, des êtres de narration et tout. Il y a des choses concrètes, par exemple, attends, un bûcheron, quand il est dans une forêt, il n'est pas dans les mots. Je lui dis, qu'est-ce que c'est qu'une forêt? Il me dit, bah c'est un groupement d'arbres. Et je lui montre la rue des Teinturiers. Et dans la rue des Teinturiers, je sais pas, tous les 15-20 mètres, vous avez un arbre. Je lui dis, regarde, un groupement d'arbres. Savais-tu qu'il y avait une forêt dans la rue des Teinturiers? Il a repris un verre de rosé glacé. Alors qu'il y a une convention. Peut-être qu'elle nous permet de nous rapprocher du monde, mais un monde qui est aussi fabriqué par cette convention. Les gens ils disent, moi j'en sais beaucoup plus sur le monde, pourquoi? Parce que je joue au théâtre. Le théâtre c'est une fiction dans laquelle je fais le détour pour accéder à quoi? À la meilleure compréhension de ce qui joue dans le réel. C'est bizarre, hein? Quand vous racontez les choses, dites-vous aux gens en disant ça c'est la réalité, ils ne vous écoutent pas. Quand vous assumez clairement le détour du racontage, du conte, de l'histoire et de la fiction, c'est là où les gens vous écoutent. Vous voulez comprendre ce que c'est que la bourgeoisie provinciale au XIXe siècle? Lisez Flaubert. Ceux qui nous renseignent le mieux sur le réel sont ceux qui fabulent et qui artificialisent le mieux. Monsieur Delis, on est connu, on était venu au théâtre, on est dans un méta-théâtre. On est en train de penser le théâtre, on voulait aller au théâtre, on pense le théâtre, c'est quoi cette putain de délire, ça race. En plus, ça fait sa deuxième rupture pédagogique, tu sais que c'est ça. Mais nous, on commence à être dans une salle surchauffée. Ça va, il sort sa bouteille de pomme. Cher monsieur. Entre conte, troubadour, philosophe, il y a derrière une notion de pouvoir. Celui qui raconte un meilleur conte est celui qui peut susciter l'adhésion. Votre définition du pouvoir, c'est quoi? Moi, je voulais simplement vous dire, c'est bien, vous êtes au théâtre d'Avignon, vous racontez des histoires, ça veut dire que vous êtes vivant. Je veux dire ça, vous voyez ça. C'est pas compliqué, mais c'est bien, continuez à aller au spectacle, revenez demain. Je veux dire ça. C'est bien, le spectacle c'est vivant, parce que vous parlez, vous écoutez les gens parler, et c'est la vie. Et puis, moi-même, en fait, je sais pas ce qui se passe.
raison. Hein? Une autre question. Moi, je dirais, le pouvoir, c'est pouvoir nommer. Pouvoir, c'est pouvoir nommer. C'est ça aussi un peu la grande affaire. Hein. Pouvoir, c'est pouvoir nommer. Alors celui qui n'est pas capable de nommer, c'est pas pour autant... Alors celui qui nomme, il est dans l'artifice, grâce à quoi il engendre des mondes dans lesquels nous vivons. Quand je dis qu'il y a des réfugiés économiques, quand je dis qu'il y a des réfugiés politiques, quand je dis qu'il y a des terroristes, qu'est-ce que je fais sinon exercer un pouvoir sur ces hommes, en les condamnant à mort ou pas, en les mettant des charters ou pas, parce que je les ai nommés comme tels. Et le droit, en tant qu'il est un acte langagier et droit positif, désigne dans le réel des catégories. Donc il me semble qu'effectivement, là où il y a pouvoir de nommer. Et nommer les choses, c'est les discriminer, séparer le criminel de l'innocent. Et bien déjà, c'est l'acte par lequel vous pouvez jeter quelqu'un dans la gueule et l'enfer et l'autre le conduire au paradis. Donc vraiment, je maintiens ça. Il se joue quelque chose autour du langage qui est de l'ordre effectivement du pouvoir. Le parler, ça n'est pas que esquiver le réel, c'est peut-être le fabriquer, le construire, c'est peut-être aussi, peut-être parfois le tromper, leurrer. Mais c'est là que se joue quand même la grande affaire. Ne pas pouvoir nommer, c'est perdre tout pouvoir. Et c'est être pris en otage par les mots des autres. Et nous sommes alors plongés dans la réalité des autres. Terrorismus, disait-il en 42, parlant d'égoïste. Le mot vient de là. Résistant, terroriste, qui nomme, condamne. Et qu'en est-il du langage du corps, de la danse, pour se sentir vivant? Ouais. Il y a parce qu'il y a pas mal. Bien sûr, on a une quatrième partie au Macumba Blue Boy ce soir. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est la question qu'on a creusée ensemble hier. Hein, donc si tu reviens la semaine prochaine, tu verras, tu apprécieras. Je ne sais plus ce que c'était hier comme Fuvert. On était en plein là-dedans. Il faut-il se faire le maillot ou le mouiller? Et en fait, il y a un moment, on s'est posé vraiment la question de la danse. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention quand même parce que les gens ils disent oui, des fois il y a une communication, puis une communication non verbale, et puis ils disent plus de choses dans la communication non verbale que dans la communication. Regarde. Je pourrais dire j'hésite, ce n'est pas la peine. Le langage, il ne faut pas que le circonscrire effectivement au mot. Hein. Et tout l'art du conteur, c'est d'abord une prestance et une présence. C'est d'abord une rythmique, c'est des ritournelles, hein. C'est des chansonnettes, c'est des rythmes battus qui mettent dans un presque état hypnotique. Hein. Donc faut toujours se méfier, comment dire, de la raréfaction, de l'étouffement ou du dessèchement qui voudrait au fond faire de l'acte de désignation, du pouvoir de nommer un pur acte verbal. Le langage, tu as raison, il n'est pas que verbal. Hein. Tout fait signe. Hein. Un mec comme Baudrillard, par exemple. Tu connais Baudrillard? Vous ne connaissez pas Baudrillard? Baudrillard, il dit on évolue dans du... Il a écrit un truc incroyable, mais tu connais Giraudoux qui avait dit la guerre de Troie n'a pas eu lieu. Baudrillard, il avait dit comme ça, la guerre d'Irak n'a pas eu lieu. Et pourquoi? Parce qu'il disait en fait, on a une surabondance de signes, de télé, etc. Et notamment, souvenez-vous, en 1991, lorsqu'il y a eu les premiers bombardements sur Bagdad, les toutes premières images en fait ont été sur fond noir, les premiers missiles américains qui tombaient et qui bombardaient Bagdad, 350 000 morts, hein. Bien sûr les études du Daesh, hein. Et c'était des lignes vertes qui tombaient comme ça. Et le commentateur américain disait oh, c'est très très beau, c'est magnifique, on n'a jamais vu des images aussi belles, on est touché par la beauté de l'image. Et Baudrillard commentant ça, dit ben voilà, hein, on est dans une prolifération telle des signes aujourd'hui qu'en fait on a vraiment perdu le rapport au réel. On est dans un jeu de masquage. Et tout le travail pour démasquer et retrouver le réel, ben, il nécessite une grammaire des signes. Et la grammaire des signes, bien sûr, elle n'est pas que verbale. Parce que nous sommes dans un monde qui est un monde de purs signes aujourd'hui. Il y a un jeune garçon, une jeune fille qui se déplace dans la rue, en fait, il arbore des signes qui sont une manière de se raconter et de se dire, même s'il ne parle pas. Le téléphone, le survêtement, la coupe de cheveux, le tatouage, sont autant d'éléments qui font signe, quand même ils ne sont pas une articulation verbale. Nous sommes d'abord dans le monde des signes. Nous sommes d'abord aussi, on pourrait convoquer dans le monde du spectacle. Tout fait langage aujourd'hui, tout fait langage en permanence. Moi, beaucoup, tout de suite. Hein. Je commence à dire, ah bah la gorge pas mal sèche.
est parti super loin en fait. Ouais. Ouais, mais je reviens au corps de nouveau parce que Ouais, bien sûr. on est dans la méditation, dans le ressentir, c'est un peu la mode en ce moment, le contraire de ce que tu défends là. Ah non, je viens de défendre que le corps parle avec le survêtement. Non, mais quand on est, de cheveux de on est tatouage. sur soi-même là, quand on est dans la méditation, on est dans le ressenti de son corps, on n'est pas en train de regarder le corps des autres. On n'attend pas que quelqu'un nous regarde. Ah, moi si en fait. Hein. Oui, non, mais quand on fait de la méditation, on est tout seul dans des coins, c'est la mode. Et le chose, c'est un peu, on est face à sa vie, face à sa mort, voilà. Et on n'est pas dans le divertissement du tout. Ouais. Et donc là, la tendance en ce moment, sur l'afflux de divertissement, c'est de se dire il faut qu'on arrête de se divertir et de revenir vers soi. T'as vu? Et moi je dis exactement le contraire. Voilà. Moi je dis le contraire. Je dis arrêtez de faire du yoga. Arrêtez de vous maintenir dans ce que Sartre appelle les moites intimités gastriques. Les mecs qui font, ils veulent genre, je vais faire une espèce d'introspection, tout ça. Moi, la seule introspection que j'ai connue cette année, c'est la coloscopie. Et la grande affaire ici, c'est peut-être d'en finir avec l'idée ou l'imposture qu'il y aurait une infériorité, qui serait dans la solitude, dans la conquête par la méditation et tout ça, et qui nous ramènera à la vérité du moi profond. Le moi profond, c'est un impostage. Bon, effectivement. Et la perspective qu'est la nôtre ici, c'est justement de dire le contraire. On doit être de pur langage, de pure surface, et c'est ce qui nous maintient en vie. Tu vois, donc effectivement, là je suis dans une posture qui, je ne peux pas être soutenu, je ne peux pas vous faire un tour de tai chi derrière. Tu vois, impossible. À la troisième partie, on ne va pas faire des salutations au soleil. Si un peu, d'une forme particulière. Effectivement. Je m'amuse un peu à l'air, grosse poil. Et sinon, la place du corps, quand même, il faut s'en occuper de son corps. Oui, tu as raison, il faut prendre soin. Voilà. On ne peut pas aller dans le... Non, tu as raison, il faut y aller. C'est pour ça que Macumba Blue Boys, tu me ce soir, une grosse soirée philo bien chargée. Et hier, on a vraiment traité ça. Tu vois, hier, que tu reviendras la semaine prochaine sur le jour du jeudi, pour le même prix, mais j'essaie de m'arranger avec la direction, tu verras, on aborde vraiment frontalement la question du corps. Parce que fondamentalement, on peut faire vraiment s'interroger aussi sur la place du corps comme étant aussi un objet idéologique, un objet conceptuel. Il s'agit vraiment de l'objet. Il faut retourner à la quête de ce corps. Aujourd'hui, je dis tout le contraire. Je dis la grande affaire aujourd'hui, c'est le langage. Mais je suis complètement schizophrène. J'ai aucune structure psychique. Hier, je vendais la quête du corps. Aujourd'hui, je vends la quête du langage. Tout est langage, il n'y a pas de corps. Hier, je disais tout est corps. J'ai un gros problème. Et en même temps. Et en même temps, je dis même pas en même temps, je dis mais d'un autre côté, tu vois, je suis complètement schizoïdie très douloureuse. Heureusement, j'efface très vite d'un jour à l'autre en fait la mémoire de ce que j'ai pu raconter la veille, pour être capable d'être sincère dans mon mensonge. Alors tu vois, que je me sens seul. Je crois que c'est l'heure du rosé glacé, hein? Eh bien écoutez, messieurs, dames, nous allons achever ici. Putain, c'était quand même super serré du cul, la deuxième partie. Hein. Je reviens pas. Hein. Écoutez, merci infiniment de votre participation, de votre écoute patiente. Nous allons maintenant engager la troisième partie, la foutaise. Pour ceux qui en ont le loisir et qui ne voudraient pas tout de suite aller voir Sacco et Vanzetti au Théâtre Notre-Dame, écrit par un auteur de renom. Hein. Voilà. Donc écoutez, je sors là un cubi selon lequel quelqu'un peut s'en emparer pour le déposer à 3 ou 4 mètres à la sortie, ici, hein, avec les petits godets. J'insiste. Vous le déposez 3 ou 4 mètres après la sortie. Tout n'est pas dit. Avant que nous nous retrouvions dehors, j'attire votre attention sur un élément qui est fondamental. Mine de rien, toutes les conneries que je vous ai racontées, non seulement que je les ai racontées, je les ai écrites. Elles sont là. Voyez-vous? Elles sont là. Si le cœur vous en dit, vous pouvez repartir avec le petit texte de la couillonnade que j'ai raconté ce matin. Même si vous avez un kiff formidable, vous pouvez revenir avec les 6 couillonnades. Il y en a une par jour différente dans la semaine. Et là, vous verrez vraiment comment je suis frappé de schizophrénie profonde. N'hésitez pas à repartir avec. Chacun, vous avez le petit livret qui résume l'histoire avec le petit dépliant, la clé des seins, que ton enfant peut colorier avant de le dénoncer à la messe. N'hésitez pas. Merci à vous et à tout de suite.